Et on va passer la parole à nouveau au professeur Mahé. Ménométrorragie sous anticoagulant. Bonjour. Alors là, on va être très loin de l'essai thérapeutique et beaucoup plus près de la pratique. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on entend parler de plus en plus et plus particulièrement depuis l'avènement des AOD. On va essayer de voir pourquoi et comment faire. Donc, on a vu tout à l'heure la situation de la grossesse. Après, il y a la situation en dehors de la grossesse où on est amené à introduire un traitement anticoagulant, par exemple pour un événement veineux thromboembolique. Et à ce moment-là, du fait de, comme on l'a vu tout à l'heure, de la tératogénicité, notamment des anticoagulants, va de toute manière se poser la question de la contraception chez ces patientes qu'on met sous anticoagulants, puisque il ne faut évidemment pas qu'elles soient enceintes pendant le traitement. Donc je vous demande de garder ça en mémoire, parce qu'on va y revenir par la suite. Donc pendant le traitement anticoagulant, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez tous ces essais, en particulier avec les AOD, pour traiter la maladie veineuse thromboembolique, qui ont validé cette classe thérapeutique. Et vous voyez, les essais, ils ont été réalisés en non-infériorité par rapport au traitement de référence, qui est le traitement HBPM-AVK. En haut, on a l'efficacité, donc la non-infériorité a été atteinte partout, même en les méta-analysant, on fait même un petit peu mieux. Et quand on regarde la tolérance, là aussi, ça se passe toujours au moins aussi bien avec les AOD qu'avec les AVK. Et on a regardé notamment un certain nombre de localisations particulières sur lesquelles on était un petit peu vigilants, particulièrement vigilants d'ailleurs, et il n'y a pas eu de signal désagréable avec ces AOD. Pourtant, les saignements gynécologiques dans ces essais-là, il n'y a pas eu de recherche particulière, il n'y a pas eu d'interrogatoire particulier, donc aucun signal n'est apparu au cours de ces essais. Alors, de quoi on parle? Qu'est-ce que c'est que les saignements gynécologiques dont on peut parler comme ça entre confrères et qui commencent à apparaître dans la littérature? Il faut déjà se mettre d'accord sur ce que c'est qu'un cycle normal, donc entre 24 et 28 jours, avec des pertes définies par des millilitres, ce qui n'est pas forcément facile à quantifier. Et puis, ce qu'on apparaît comme étant anormal, ce sont les ménorrhagies qui vont être définies dans la littérature comme HMB, donc Heavy Menstrual Bleeding, ou AUB, saignement anormal pendant ou entre les cycles. Donc les ménorrhagies, des saignements anormaux pendant les règles, alors que les AUB sont des saignements qui surviennent en dehors des cycles, avec dans ce cas-là tout un tas d'étiologies ou de facteurs favorisants qu'il va falloir rechercher. Alors, on est un petit peu étonné de voir ce signal apparaître maintenant, alors que dans les essais, pas du tout. Et une des explications possibles est probablement que dans les essais thérapeutiques, en fait, les femmes en âge de procréer représentaient que 20% moins, en tout cas, des patients inclus dans les essais. Alors que dans les cohortes qu'on va voir, on se rend compte que c'est essentiellement dans ce type de population que c'est décrit. Alors, un exemple de cohorte ou de cas qui a pu être rapporté, c'est une étude motocentrique prospective qui a observé des femmes mises sous anticoagulants, en l'occurrence le rivaroxaban, mais le point n'est pas là, c'est celui qui a été mis sur le marché le plus tôt dans cette indication, ce qui explique qu'on ait un peu plus de recul. Et quand on compare les patientes mises sous Riva ou sous AVK, on s'aperçoit qu'il y a plus de saignements de ménorrhagie qui surviennent sous rivaroxaban. Et on s'aperçoit qu'il y a une tendance également à ce qu'il y ait plus de récidives veineuses thromboemboliques. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? De manière très simple, on ne va pas en faire le raccourci que le rivaroxaban augmente le risque de récidive veineuse thromboembolique, je vous rassure. Ce qui se passe, c'est que comme ça saigne plus de manière significative, en fait, ça conduit à des arrêts temporaires de l'anticoagulant pendant 2-3 jours, aussi avec un sur-risque d'arrêt. Et c'est comme ça qu'on explique que ces arrêts temporaires, surtout s'ils surviennent dans la première partie du traitement anticoagulant de maladie thromboembolique, favorisent des récidives veineuses thromboemboliques.
Alors, on me dirait, mais pourquoi on n'avait jamais entendu parler de ça avec les autres anticoagulants? Effectivement, c'est rapporté de manière très variable avec les AVK, avec les HBPM, beaucoup moins, on a beaucoup moins de données. Et là, on se heurte encore une fois au problème de définition, au problème d'enregistrement, de recherche systématique de ce type d'effet indésirable pour pouvoir porter des conclusions. En tout cas, ça n'avait pas été mentionné de façon aussi claire avec les autres anticoagulants. Alors, à partir du moment où ça commence à sortir, tout le monde essaie de regarder et on essaie de faire des séries. Et là, c'est le cas donc, de Beyer-Wensendorf qui, à partir du registre de Dresde et des inclusions qu'il avait des patients inclus dans les essais de phase 3, a regardé un peu plus précisément qui était le plus susceptible de saigner, d'une part. Deuxièmement, de voir quel était le mécanisme du saignement et troisièmement, quelle était l'abondance du saignement. Ce qui explique ce tableau avec sur la gauche l'abondance du saignement et sa gravité. Et puis ici, le type de saignement, donc ceux qui sont plus à type d'hémorragie et puis ici qui surviendraient donc en dehors des cycles. On s'aperçoit que la majorité des événements, en fait, sont à type de ménorragie, sans aucune cause anatomique retrouvée, donc sans rien sur lequel on puisse vraiment agir pour éviter ce saignement. Quand il a regardé si c'était plus avec un AOD qu'un autre, la réponse est non, c'était tout à fait comparable. Donc il ne devait pas y avoir une molécule qui ressorte du lot, mais que ce soit plutôt un effet lié à la classe. Alors là aussi, une fois qu'on s'est intéressé à ça, on allait regarder dans les essais thérapeutiques est-ce que ça avait été signalé ou pas. Donc c'est ce que je vous ai mis sur la partie haute. Qu'est-ce qui a été rapporté entre donc, le bras AOD et le bras AVK. Bon, il n'y a pas, vous voyez que les taux sont très 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 différents les uns des autres. C'est ce qui apparaît également dans la monographie des produits, des chiffres très variables, en tout cas pas de différence majeure par rapport au bras AVK, mais surtout des chiffres très 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 variables qui rendent compte du fait que c'est quelque chose qui n'a pas été recherché de façon rigoureuse. Alors, le problème est donc justement celui-là. On s'aperçoit que du coup, les taux rapportés de saignement sont plus importants sous AOD, mais le problème, c'est que c'est du déclaratif. On n'a aucune notion du traitement hormonal qui était en cours à ce moment-là. On a un problème également de population, ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec des essais qui ont surtout inclus des patientes qui étaient en préménopause ou ménopausée, alors que ce qui est rapporté en pratique courante concerne essentiellement des patientes en âge de procréer. Ce qui ressort de tout ça est que, en tout cas, c'est pas il n'y a pas de conditions qui prédisposent à ça, il n'y a pas de lésion sous-jacente. Il y a le dernier élément qui puisse également jouer un rôle, c'est les schémas posologiques des AOD, dont la phase initiale comporte, comme on l'a vu tout à l'heure, une durée différente et une dose différente. Il est clair que si la dose anticoagulant est plus élevée, le saignement va être plus important ou en tout cas plus long. Donc tous ces facteurs de variabilité expliquent qu'on n'ait pas une vision extrêmement claire de l'incidence réelle de ces saignements et de leur ampleur. Ceci étant dit, le signal existe, c'est quelque chose qui est maintenant rentré dans la pratique quotidienne, qui rentre même dans nos interrogatoires des patients, puisqu'elles ne s'en plaignent pas spontanément. Et donc, il faut faire quelque chose, et quand on est confronté à ça en consultation, il faut bien dire quelque chose. Donc, il y a deux axes d'action qui puissent être menés. Le premier concerne donc la gestion du saignement, et notamment qui peut aussi avoir un lien avec la contraception. Est-ce qu'on peut changer de moyen contraceptif qui pourrait avoir un rôle, comme on va le voir, sur le risque de saignement ? Est-ce qu'il faut donner de l'acide tranexamique, qui est une petite recette qu'on utilise, mais bon, est-ce que ça a vraiment un intérêt ici ? Est-ce qu'il faut avoir recours à un DIU ? Est-ce qu'il faut opérer la patiente ? C'est quand même un peu violent. La gestion également peut se poser en termes de traitement anticoagulant, avec beaucoup de praticiens qui recommandent une réduction de dose au moment des cycles, voire même une interruption temporaire, ou alors un changement de molécule. Donc vous voyez un petit peu les options vers lesquelles s'orientent les différents praticiens.
Alors, je vous parlais de contraception, pourquoi ? Parce que la contraception, en fait, elle peut, évidemment, elle a pour but de bloquer l'ovulation, en tout cas pour certaines, et ça a une efficacité pour diminuer à la fois le risque de saignement au niveau ovarien, mais aussi au niveau des cycles, donc ce qui pourrait tout à fait être intéressant et ce qui est utilisé dans certaines maladies hémorragiques déjà. Alors, le plus efficace, c'est les contraceptions à base d'étrinylestradiol qui inhibent l'ovulation de manière extrêmement efficace et qui réussissent à diminuer, en tout cas, les hémorragies et les hémorragies ovariennes. Donc, on a le traitement le plus efficace a priori. En termes de progestatifs, les doses utilisées à visée contraceptive, en fait, n'ont jamais été évaluées pour diminuer le risque de saignement. On sait que ça marche, mais à dose plus forte. Mais à dose contraceptive, on n'en a pas du tout la preuve. Les dispositifs intra-utérins, ça n'a pas l'air d'être forcément la meilleure option, puisqu'on conserve des saignements avec ce type de dispositif, et en plus, on ne bloque pas l'ovulation. Et enfin, l'acide tranexamique, on a des données qui demandent à être confirmées, mais certaines, en tout cas, tendent à dire que ça pourrait augmenter le risque veineux-thromboembolique, donc prudence également avec cette classe thérapeutique. Donc, au jour d'aujourd'hui, on est face à deux vues totalement différentes. Tout ce qui est gynéco ou spécialités qui ont ce même point de vue, qui consiste à dire les oestrogènes augmentent le risque veineux thromboembolique. Donc, chez une patiente qui a thrombosé, de toute manière, on va arrêter ce type de contraception et il faudra qu'on trouve une autre solution, mais en tout cas, on ne mettra pas de contraception à base d'étrinylestradiol chez ces patientes. Et puis, on a tout, la population des gens qui font de la thrombose et de l'hémostase qui disent, de toute façon, et là je fais le lien avec ce que je disais au départ, il va bien falloir donner une contraception à ces patientes-là, et de toute façon, elles sont anticoagulées, donc le surrisque lié à l'étrinylestradiol, c'est pas trop le problème. À partir du moment, de toute façon, ça va bloquer l'ovulation, elles ne seront pas enceintes, elles sont protégées pour le surrisque induit par cette molécule-là, par l'anticoagulant, donc ça ne pose pas de problème. Alors, avec cette idée-là, le groupe donc, de l'ISTH s'appuie sur une analyse a posteriori du programme Einstein, où ils ont regardé qui, en fait, avait une contraception ou pas. Et se sont aperçus que, du coup, il n'y avait pas d'excès de récidive chez les patientes qui prenaient ou pas une hormonothérapie. Et après, en allant un peu plus loin pour regarder ce que c'était que cette hormonothérapie, mais il n'y avait pas non plus de différence selon que les patients prennent des oestrogènes ou des progestatifs, donc ce qui corrobore cette vision des choses, bien que ce soit une analyse a posteriori. Alors la différence de vue, elle s'illustre aussi ici par une enquête qui a été réalisée par nos collègues hollandais qui ont interrogé à la fois des spécialistes en hémostase mais aussi des spécialistes plutôt gynécologiques et qui, quand on leur pose des questions sur les moyens de contraception chez des patientes qui ont un événement veineux thromboembolique anticoagulant, on se rend compte qu'on a des vues différentes. En bleu, les thromboses, les gens qui s'occupent de thrombose, en jaune, les gynécos, en vert, les autres. On s'aperçoit qu'on a beaucoup moins de gens qui donnent l'étrinylestradiol parmi les gynécologues. Je passe parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais disons qu'une différence de vue tout à fait claire entre les deux spécialités pour la vision de la gestion à apporter, et surtout est-ce qu'on met une pilule ou pas chez une patiente qui a thrombosé qui est sous anticoagulant. On a donc deux points de vue tout à fait différents pour conclure. Le point de vue des gynécos qui consiste à dire on va surtout agir sur l'anticoagulant, on va diminuer, on va arrêter, on va mettre de l'acide tranexamique, mais le traitement hormonal, on ne va pas trop y toucher. Et on a la vision plutôt du spécialiste en thrombose qui, du coup, rapporte ce que je vous ai expliqué juste avant et qui dit que le surrisque thromboembolique induit par la contraception, qui elle-même est efficace pour contrer le risque hémorragique, il va être prévenu par l'activité du traitement anticoagulant et c'est ce qu'il faut faire. Donc, le débat est ouvert. En attendant, la gestion des anticoagulants chez la femme a des spécificités. La contraception s'impose sous traitement anticoagulant. La manière d'assurer cette contraception et de gérer l'hémorragie reste sujet à discussion. Mais il y a quand même des arguments pour penser que l'introduction d'une contraception à base d'œstrogène permet à la fois de diminuer le risque d'hémorragie
et en même temps donc de prévenir le risque de grossesse chez ces patientes sous un traitement tératogène. Je vous remercie. Questions? Questions, remarques, contributions? Avis divergents? Une chaleureuse approbation alors et remerciements.